de route, parce que c'est important d'avoir une feuille de route lorsqu'on commence une année, enfin, commencer une année, là, on peut dire ça, on est sur une année civile, mais effectivement, la feuille de route est importante. Pourquoi? Parce que c'est mener une réflexion stratégique à l'intérieur de votre établissement, coordonnée par votre DDFPT, par votre coordonnateur de discipline. Ils sont, je vous le rappelle, des relais importants dans votre établissement. Pour mener donc différentes réflexions, nous, on va vous demander, on va vous aiguiller un petit peu par rapport à votre feuille de route, avec une réflexion sur le choix de vos outils. Quelle est la répartition des enseignements? Comment est-ce que vous la faites? Pourquoi? Quelle en est la raison? Le portfolio, quel portfolio utiliser? Dans quelles conditions? Comment le mettre en place? Le livret de compétences également. Comment vous allez le partager entre enseignants, de professionnels? Comment est-ce qu'il va être complété? Voilà, quel usage vous allez en faire? Et une réflexion, comme l'a dit tout à l'heure Madame Mazoyer, je reviens sur son intervention précédente, sur les simulateurs pédagogiques. Comment organiser ou réorganiser les équipements et les espaces physiques et le choix d'un système d'information à travers le PGI. Excusez-moi. Alors, je vais me permettre de compléter, notamment sur le choix des outils. Quand vous avez plusieurs sections dans un établissement scolaire, peut-être que vous aurez du mal à vous entendre sur le choix d'un outil. Peut-être que cette première promotion, c'est l'occasion d'en tester plusieurs. Et puis aussi, peut-être, de faire confiance à vos élèves, parce que sur l'aspect numérique, nous, enseignants, on doit avoir un petit lâcher-prise. On n'aura jamais la compétence technique pour accompagner nos élèves sur toutes ces transformations numériques qui arrivent, mais par contre, on reste des experts pédagogiques, on reste des experts de l'intention. Donc, mon intention, c'est que l'élève ait un portfolio avec un contenu sur lequel je vais le guider. Après, qu'il utilise un classeur papier, qu'il utilise Word, qu'il utilise WordPress, qu'il utilise Genially ou qu'il utilise Perltrees, peu importe. Et c'est là où c'est, nous enseignants, on doit avoir un petit lâcher-prise sur ces outils et vous pouvez accepter plusieurs outils dans une même classe à condition que vous, experts pédagogiques, vous ayez le contenu attendu, nécessaire pour pouvoir certifier l'élève à la fin de son parcours. Ça me semblait, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ça me semblait important de faire cette précision-là. Justement, on va peut-être rester ensemble sur la dernière diapo, puisque cette diapo fait référence à tous les éléments dont tu as fait part à nos collègues durant la troisième partie. Donc là, effectivement, vous avez un certain nombre de liens vous permettant d'aller rechercher un petit peu plus d'informations par rapport à ce que l'on a pu vous apporter aujourd'hui. Il vous suffit simplement de cliquer et vous aurez directement le lien vers les sites. Ce diaporama, bien entendu, vous sera fourni. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout via la liste de diffusion et via nos sites académiques. Un petit rappel également sur le système des informations satellites de l'action vécue, donc qui est d'après Vermèche dans l'entretien d'explicitation. On rappelle ici un petit peu ce qu'est le fait de guider vers la verbalisation, comment on fait au niveau des procédures, le contexte, etc. Donc sachant que c'est important et cette partie-là va particulièrement vous accompagner à travers donc les entretiens que vous faites avec vos élèves, de telle façon à pouvoir les positionner et faire émerger aussi avec eux les axes d'amélioration, car comme nous l'avons dit précédemment, ce qui va être important, c'est de réussir à mettre l'élève dans une posture réflexive, de telle façon à ce qu'il puisse avoir une analyse sur ce qu'il fait, un jugement, même si le mot est un peu fort, sur ce qu'il pense, ce qu'il a fait, pourquoi, et surtout qu'il arrive grâce à une procédure, en répondant au comment, réussir à se fixer des buts, des objectifs réalistes. Et là, vous retrouvez exactement le guide de questionnement qui a été proposé qui a été présenté par Benoît dans la troisième partie sur ce que peut être une fiche, un compte-rendu d'activité pour l'élève. C'est-à-dire, c'est une aide pour le guider dans la partie verbalisation écrite de l'action vécue. Alors, il nous reste un petit peu de temps, une petite dizaine de minutes. On va aller voir les questions et essayer d'y répondre en direct. Donc, nous sommes à nouveau tous les quatre présents avec vous, de telle façon à pouvoir répondre aux différentes questions qui peuvent arriver maintenant sur le chat. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes sur cet espace. Alors, il y a eu des questions autour de la difficulté de la réflexion, enfin, de la difficulté à organiser des espaces physiques quand on n'a pas de moyens. Donc, c'est une question qui est un peu récurrente chez nous en éducation. Donc, il faut faire confiance à votre créativité
même avec peu de moyens, peut-être que vous trouverez quand même des solutions pour vraiment rénover, réhabiliter, rendre actifs ces espaces professionnels qui souvent en ont bien besoin. Réorganiser, ça ne veut pas dire forcément refaire avec du neuf. Ça veut dire aussi regarder ce qui se passe dans les établissements, quels sont les mobiliers utiles, parce que souvent on a des mobiliers dans certaines salles dans lesquelles on ne va pas, qui ne sont pas réservés forcément, ou si vous avez des espaces réservés dans vos établissements, mais dans lesquels vous n'allez pas. Il est souvent intéressant de regarder ce qu'il y a, ce qui est utilisé, comment c'est utilisé, et surtout ce qui n'est pas utilisé. Vous seriez honnêtement très surpris par le nombre d'outils, je dirais, dans les établissements qui ne sont pas utilisés. Donc vraiment, voilà, rapprochez-vous de vos DDF, de vos coordos, de telle façon à pouvoir, pourquoi pas, faire un petit bilan par rapport à ça et réorganiser les espaces. Quand et où faire les entretiens d'explicitation? Alors, je vais reprendre le vocabulaire, on ne va pas parler d'entretien d'explicitation parce que c'est un protocole très lourd. On va parler de questionnement d'explicitation et d'entretien formatif. Eh bien, c'est à faire au fil de l'eau. Si vos élèves sont en activité dans la classe, vous pouvez parfaitement laisser 11 de vos élèves en activité et au bureau, mener un entretien formatif pendant 3-4 minutes avec votre élève. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as pu faire? Et l'interroger sur qu'est-ce que tu avais compris que tu devais faire? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, c'est ce qui t'était demandé, etc. Que penses-tu de la qualité de ton travail? C'est ça l'entretien le questionnement d'explicitation, l'entretien informatif à mener régulièrement. Donc, c'est vraiment mettre ses élèves en autonomie dans le travail quotidien de la classe pour trouver le temps, par 2, 3 ou individuellement, de mener ces entretiens formatifs tout au long de la formation. Ça ne doit pas être fait chaque semaine, mais c'est un tempo que vous devez déterminer en fonction des apprentissages de l'élève. Je vois également une question concernant des formations pour l'utilisation des outils informatiques. Alors là, je vais vous inviter à aller dans le PAF. Effectivement, dans le PAF, on a l'habitude d'aller particulièrement sur le chapitre ECG, qui est le chapitre de l'économie-gestion. Mais il y a dans le cadre du PAF un chapitre qui s'appelle NUM, comme numérique, et qui propose un certain nombre de formations numériques spécifiques à des outils tels que l'ENT, tels que la Visio, tels que, voilà, des outils qui sont communs et qui sont, je dirais, utiles à toutes les disciplines. Donc, vraiment, je vous invite à aller regarder ce PAF quand il va arriver là, de 2021-2022 et surtout à vous inscrire. Donc, ça, vraiment, c'est important. Alors, à la question, va-t-il y avoir des formations sur Odoo? Donc, Angélique vous a expliqué que les formations numériques, elles étaient définies, mais que globalement, il existe dans notre PAF plus trop de formations sur Odoo. Par contre, aujourd'hui, c'est une démarche individuelle. Vous avez le site du CERPEG qui vous propose des petites vidéos très courtes, 3-4 minutes, en fonction du geste professionnel que vous avez envie de travailler avec Odoo. Vous avez le site de Odoo Éducation qui permet de vous former. Vous avez la Ecom Box dont on a parlé tout à l'heure dans les outils qui propose aussi des ressources de formation. C'est-à-dire que ça va être un apprentissage personnel. Vous connaissiez déjà un PGI, mais après, la logique de fonctionnement des PGI, elle est la même. Les intentions, les gestes professionnels à faire dans le cadre du PGI sont les mêmes. Il faut juste vous former et pour ça, vous avez une liste d'outils. On vous en a listé quelques-uns. On en mettra d'autres sur le site académique. N'hésitez pas à questionner vos pairs et à travailler en équipe parce qu'il n'y a rien de mieux que quand on se pose la question, est-ce que tu peux m'aider à répondre à cette question? Si on vous fait des formations et que vous n'utilisez pas derrière, ça ne sert à rien. C'est quand on se pose la question qu'il faut aller sur l'outil. Et puis, accepter qu'on ne soit pas, ce que je vous disais tout à l'heure, se lâcher prise sur les outils numériques et faire aussi confiance à vos élèves. C'est-à-dire que vous êtes les experts de l'intention et du geste et que du coup, il faut accepter de ne pas tout connaître par cœur dans les logiciels que vous utilisez. Merci beaucoup de vous être connectés, de nous avoir accordé cette heure et demie d'écoute intensive parce que ça a été quand même quelque chose d'assez dense. Nous vous remercions, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année. Encore une fois, je le redis. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.